Très bien, les amis, bon mardi. Que puis-je dire à part que c'est l'intuition féminine? Ce qui est drôle parce qu'on a terminé l'épisode d'hier en disant « Les femmes, on ne sait pas vraiment, mais on sait ». Beaucoup de femmes ont compris ça. On sait juste des choses. On ressent des vibes. Et la semaine dernière, je regardais les tweets de Jeremy Boring, le PDG du Daily Wire, et quelque chose me semblait bizarre. Donc, on a fait tout un épisode, enfin, en réalité, juste le début d'un épisode, mais on l'a littéralement intitulé comme ça. On posait simplement des questions sur le Daily Wire. Et aujourd'hui, à peine 4 jours plus tard, la nouvelle tombe, Jeremy Boring démissionne. Donc, on a notre réponse. Allons droit au but. C'est parti et bienvenue à nouveau sur Candace. Les amis, j'ai un sentiment de déjà-vu. J'ai un sentiment de déjà-vu. C'est comme si j'étais déjà venue ici. Vous n'allez pas le croire. Aujourd'hui, c'est mon Fire-Diversary. Vous vous demandez sûrement ce qu'est un Fire-Diversary. C'est l'anniversaire du jour où vous avez été licencié. Donc, un clin d'œil à tous ceux qui ont déjà été virés. Mais l'année dernière, le 18 mars, j'ai appris que je n'étais plus employée au Daily Wire, ce qui m'a tout de même un peu surprise. Et nous faisons maintenant un bond en avant exactement 1 an plus tard, parce que, ironiquement, juste après l'annonce de mon départ, quelques jours plus tard, tout le scandale Chris is King a éclaté en ligne grâce à Andrew Klavan, qui a fait toute une vidéo sur mon départ et m'a accusé de toutes sortes de choses, ce que nous n'avons pas besoin de réexaminer, parce que j'ai tourné la page et je suis certaine que lui aussi. Mais c'était tout de même une surprise de carême d'être licencié. C'était tout de même une surprise de carême de voir le mouvement Chris is King être présenté comme quelque chose qu'il n'est absolument pas. Et nous recommençons. On refait encore le coup de Chris is King. Cette fois, je ne peux pas être licencié. Je suppose que mon mari pourrait me renvoyer, mais il ne peut pas cette fois. Donc, je suis en sécurité. Je suis déclarée en sécurité contre le licenciement pendant le carême. Mais il y a eu aujourd'hui une annonce majeure 1 an plus tard. Jeremy Boring, je cite, quitte son poste de co-PDG de Daily Wire. Avant d'entrer dans les spéculations sur Internet à propos de ce qui se passe exactement, au cas où vous ne seriez pas dans le monde de la politique conservatrice, vous ne savez peut-être pas exactement pourquoi cela fait le buzz. Jeremy Boring était le co-PDG de The Daily Wire et je dirais que c'était un PDG rare dans sa décision d'être en première ligne. Et je viens d'un environnement d'entreprise. J'ai travaillé dans le capital investissement. En général, les PDG préfèrent rester en coulisses. Ils restent discrets et font des déclarations à la presse seulement si nécessaire. Jeremy Boring était tout le contraire, n'est-ce pas? Il était absolument... Il adore les caméras. Il aime faire des monologues. Il écrit de longs tweets. Il aime partager ses idées, ce qui, soit dit en passant, n'est pas une critique. Cela a du sens quand on comprend son parcours. C'était un enfant passionné de théâtre en grandissant. Il en a longuement parlé. Il a aussi donné à l'entreprise le nom de son club de théâtre, Bent Key, comme il l'appelle. Et il porte la clé autour du cou parce que c'était, je crois, la clé de son théâtre, de son club de théâtre. Je crois que c'est la clé de son théâtre où il travaillait, quand il était plus jeune. Et il parle souvent de la façon dont il s'est impliqué avec The Daily Wire. Il était auparavant un gars qui essayait de percer à Hollywood en tant qu'acteur. Encore une fois, c'est tout selon ses dires. Ça n'a pas marché pour lui. Et puis soudainement, il devient le co-CEO du Daily Wire. Et je dirais qu'il est juste de dire qu'il a apporté beaucoup de ses aspects hollywoodiens avec lui dans le monde de la politique et des médias. Pour le meilleur ou pour le pire, ce n'est pas à moi d'en juger. Mais je veux être clair. Quand je dis qu'il était un CEO de premier plan, je veux dire qu'il était vraiment en première ligne, très visible. Il a donné de nombreuses interviews, il a participé à des podcasts, il animait l'émission Backstage. Et il ressentait aussi le besoin de mettre son nom sur les produits qui sortaient du Daily Wire. Par exemple, les rasoirs de Jeremy. Vous vous souvenez de ça. Maintenant, pour être clair, ce qui était fascinant à ce sujet, c'est l'histoire derrière. On aurait pu penser que cela s'appellerait les rasoirs de Michael parce que l'histoire derrière, c'est Michael Knowles. Qui est l'un des grands talents du Daily Wire, s'est fait en quelque sorte évincer sans ménagement par Harry's Razors. Il est venu dans mon émission chez PragerU et nous avons parlé de la question trans. Ils ont annulé Michael Knowles et ont dit « Nous ne lirons plus de publicité avec vous ». Au lieu de dire « OK, Michael Knowles lancera les rasoirs de Michael », Jeremy a répondu « Nous allons lancer une entreprise de rasoirs appelée Jeremy's Razors ». D'accord, un autre exemple. Tu t'en souviens? Quand j'étais au Daily Wire, il y avait aussi Jeremy's Chocolates. Encore une autre histoire derrière ça. Et celle-ci, j'ai toujours trouvé ça assez ironique parce qu'il s'en prenait à Hershey's.
Et la raison pour laquelle il s'en prenait à Hershey's, c'est qu'à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Hershey's a décidé de promouvoir une femme transgenre. Donc, un homme biologique est devenu le visage de la Journée internationale des droits des femmes. Et il disait que ce n'était pas normal. Alors, on va lancer Jeremy's Chocolate, ce à quoi je me suis dit, OK, mais du coup, tu ne fais pas la même chose? Ça ne devrait pas être le chocolat de Brett Cooper? Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y avait un moment culturel important, Jérémy lançait un produit et, en général, son nom y était associé. Et c'est ce que je veux dire quand je dis qu'il était un peu au premier plan, en avant de la scène. Récemment, il faisait et disait beaucoup de choses qui semblaient étranges. Et dans la sphère publique, tout le monde commentait cela, en se disant simplement « OK ». Je comprends que tu fasses beaucoup de commentaires, mais dans cet environnement, il y a quelque chose qui semble émotionnellement décalé. Et quand je dis émotionnellement décalé, je pense que la façon la plus juste de résumer, c'est de dire qu'il était inutilement conflictuel avec tout le monde. On avait juste l'impression que tout devait devenir une confrontation. Et Brett Cooper, évidemment, pour ce qui est de son histoire, elle a été sans aucun doute la révélation de The Daily Wire. Elle a un talent incroyable et elle est très jeune. La génération Z a fait quelque chose de différent avec la section des commentaires. Elle a en quelque sorte annoncé qu'elle partait. Cela a été considéré comme peu cérémonieux parce que le public ne s'y attendait pas. C'était en décembre de l'année dernière. Et à ce moment-là, il y avait de fortes rumeurs parmi les YouTubeurs et les détectives du web selon lesquels Jérémy aurait alors personnellement choisi sa meilleure amie et demoiselle d'honneur. Brett Cooper s'est marié en avril dernier. Cette fille était sa demoiselle d'honneur. Son nom est Regan Conrad. Il avait choisi cette jeune femme avec soin pour remplacer Brett. Et les rumeurs et les insinuations en ligne étaient dues au fait qu'il voulait juste se venger de Brett. Maintenant, je veux être très clair, ce sont des rumeurs et des insinuations. Ni Jérémy ni Brett n'ont confirmé cette rumeur. Mais ce que nous savons, c'est que Brett Cooper et Regan ont effectivement cessé d'être amis après cela. Et ce que nous savons, c'est que Regan a ensuite repris son poste. Et ce que nous savons, c'est que la cousine de Regan est sortie et a fait une vidéo et, au minimum, a confirmé les rumeurs selon lesquelles Regan était censée quitter le Daily Wire avec Brett. Et puis, elle a fait volte-face et a décidé de rester à cause de l'argent qu'on lui a proposé, ce qu'elle a décrit comme, vous savez, un revenu régulier, et elle a estimé que c'était un terrain défensif. Voilà ce que nous savons. Évidemment, encore une fois, nous ne pouvons pas confirmer que Jérémy l'a choisi personnellement pour se venger de Brett. Maintenant, le fait que Regan ait repris la section des commentaires, d'un point de vue purement numérique, n'a clairement pas été bien accueilli par le public. Quelle que soit la raison que vous voulez y voir, peut-être parce qu'ils ont eu l'impression que Brett avait été trahi ou que Jérémy avait mal agi. L'émission elle-même ne fait pas ce que faisait celle de Brett. L'émission de Brett faisait en moyenne entre un demi-million et 1 million de vues par vidéo. Voici la chaîne de Regan aujourd'hui. Ceci est juste une capture d'écran que nous avons prise il y a 1 heure. D'accord, donc vous pouvez voir que nous faisons en moyenne environ 20 000 vues en 24 heures, voire même moins. Ce n'est tout simplement pas l'émission qu'elle était. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Beaucoup de gens ont des chaînes YouTube. Et pour certaines personnes, vous savez, 20 000 vues en 24 heures, c'est en fait beaucoup. Mais ce qui s'est passé ensuite était atypique. Jérémy a fait quelque chose que, je pense, n'importe qui dans une salle de réunion qualifierait de peu judicieux. C'est-à-dire que quand vous lancez quelque chose et que ça ne fonctionne pas comme prévu, vous changez simplement de cap. Vous faites pivoter le produit ou vous dites « c'est bon, je m'en fiche vraiment, peut-être que tu gagnes de l'argent ». Qui sait? Mais ce n'est pas le cas. Tu ne blâmes pas le consommateur. Tu ne blâmes pas le public du Daily Wire de ne pas consommer le contenu. Et c'est ce qu'il a fait. Et voici une vidéo de cela. Et encore une fois, c'est quelque chose que le public a relevé comme étant une émotion contenue. Écoutez. Ce que Regan n'a pas fait, c'est prendre des cours de théâtre pour ressembler davantage à Brett Cooper. C'est tout simplement vraiment absurde. Et ça m'a un peu blessé que Brett n'ait pas fait plus pour défendre son ami Regan. Vous savez, c'est Brett qui a choisi de quitter l'émission. C'était son idée, son désir exprimé de quitter l'émission et de quitter la société. Elle m'avait personnellement recommandé Regan avant de m'annoncer qu'elle voulait quitter l'émission. Elle m'avait personnellement recommandé Regan et m'avait dit que si jamais elle quittait l'émission, Regan serait une excellente personne à envisager pour la présenter. Et que, quoi qu'il en soit, je devrais donner un rôle à Regan parce qu'elle a le talent pour être à l'écran. Et je sais que la plupart de ces attaques contre Regan sont totalement injustes. Elles sont complètement de mauvaise foi. Les gens ne formulent pas vraiment ces critiques. Ils adhèrent, soit en aidant à façonner, soit en acceptant un récit. Ce projet a été élaboré par des gens qui veulent que le Daily Wire échoue et que Regan échoue dans son rôle.
Et tous deux seront déçus car Reagan ne faillira pas à ce rôle. Et le Daily Wire ne faillira pas. Nous continuons de grandir et de réussir. Reagan n'échouera pas. Le Daily Wire ne faillira pas. C'est comme s'il le disait. Trop. Personne ne voulait que le Daily Wire échoue. Personne ne voulait que Reagan échoue. Parfois, c'est normal qu'une chose sorte et que la réaction ne soit pas celle que vous attendiez ou anticipiez. Et c'est ce qui a lancé la machine à rumeurs. Et il a alors été dit que le Daily Wire envisageait de se vendre, ou plutôt, je ne devrais pas dire que c'était une rumeur, il n'était pas fermé à cette idée, à une vente. Cela venait directement de Jérémy. Il l'a déclaré à Axios dans un communiqué et je peux vous le montrer. Axios a rapporté, je cite, entre les lignes, qu'on lui a demandé s'il y avait un accord avec Fox. Boring a déclaré « L'entreprise ne cherche pas activement un acheteur, mais nous ne sommes pas fermés à une offre. » C'est facile, et là c'est une citation de Jérémy. Il est facile d'imaginer un partenariat stratégique avec Fox ou quelqu'un comme Fox qui pourrait être mutuellement bénéfique. Je pense que nous complétons Fox et que nous ne sommes pas en concurrence avec Fox, a-t-il ajouté. En précisant que le public du Daily Wire est principalement plus jeune et issu des zones urbaines côtières. Donc, il semblait que, je ne sais pas, comment interpréterais-tu cette déclaration? Je comprends ça comme, hey, on cherche un peu quelqu'un qui pourrait manifester de l'intérêt pour un partenariat stratégique. C'est exactement ce qu'il dit explicitement, ce qui m'a semblé inhabituel. Parce qu'ils avaient, en quelque sorte, ou du moins pendant que j'étais au Daily Wire, dessiné une vision pour l'avenir. Nous allons prendre le contrôle de Disney. Et maintenant, c'est un peu comme, oh, peut-être qu'on va s'associer avec Fox et, tu sais, on n'est pas fermé à une vente, ce genre de choses. Et cela a été suivi, et c'était récemment. Et ce que je vais te montrer, c'est littéralement juste les 2 dernières semaines de tweets de Jérémy. Il y avait juste beaucoup d'émotions venant de Jérémy. Ennuyeux envers des personnes qui, de manière générale, n'ont pas beaucoup de problèmes avec les autres. Ce ne sont pas des gens avec qui on s'attend à ce qu'on cherche des histoires. Ce ne sont pas des personnes conflictuelles, pour ainsi dire. Je veux dire, et tout le monde envoie des messages, tout le monde s'agite et se demande ce qui se passe. Pourquoi est-il aussi conflictuel? Je veux dire, rédiger un message à propos de Theo Von et Joe Rogan, Jason Whitlock, Ian Carroll. Et principalement, il s'agissait de conversations qui véhiculaient des idées avec lesquelles il n'était pas d'accord. Et sa réaction à ces conversations ne semblait pas équilibrée. Avec les conversations qui avaient lieu, tu sais, moi allant chez Theo Von, Ian Carroll allant chez Joe Rogan. Et puis ce message texte, ce tweet, plutôt qu'il a eu à ce sujet, le décrivant comme le pire jour pour les Juifs qu'il ait jamais vécu de sa vie. Je veux dire, c'est une déclaration forte. Hier a été un jour terrible pour les Juifs américains. On parle de Joe Rogan et Theo Von, d'accord? Le fait que tant de voix influentes adoptent des discours déments, conspirationnistes et antisémites est l'une des choses les plus tristes. Les événements les plus alarmants de ma vie. Cette voie mène à la folie et à pire encore. Je pense que si vous êtes une personne et que vous avez regardé la conversation entre Ian Carroll, Joe Rogan, moi et Theo Von, vous n'avez pas ressenti cela. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas baissé la tête en disant « dans ma vie » puis relevé la tête. Je veux dire, c'est vraiment fort, non? L'événement le plus alarmant de votre vie. Écoutez, j'ai seulement 35 ans. J'ai vécu des événements bien plus alarmants dans ma vie. Et je parle, vous savez, ça m'a vraiment alarmé quand j'étais en maternelle et qu'on a fait notre premier exercice d'incendie. Ça m'a semblé être un événement bien plus alarmant que ce que j'ai vu se passer entre Ian Carroll et Joe Rogan. Ils semblaient avoir plein de conversations sur des sujets amusants. Ils réfléchissaient, se défiaient, se répondaient mutuellement. Et en fait, Ian Carroll a explicitement dit que ce n'était pas une question de juifs. Et je veux que ce soit très clair. On parle de l'État d'Israël. Theo Von m'a dit qu'il reçoit des bouteilles de lait de chez McDonald's. C'est la seule personne au monde à recevoir des bouteilles de lait de chez McDonald's. Donc, à un certain moment, tu commences à te demander, OK, est-ce que c'est bien? Tu es le PDG qui représente l'entreprise. Encore une fois, tu t'es toi-même présenté comme tel et tu as dit 1000 fois « Je veux être le PDG en première ligne ». Eh bien, cela signifie que chaque tweet que tu publies va forcément se retourner contre toi. Un contre-coup qui va être ressenti par le Daily Wire en tant qu'entreprise parce que tu dis « Je suis le visage de cette société », non? Je suis littéralement le visage auprès duquel tu peux acheter de la crème à raser, d'accord? Et donc, c'était étrange. C'était juste étrange. Objectivement, cela a été perçu comme étrange par le public, je devrais le préciser. Et puis, il s'est disputé avec Jason Whitlock, qui lui parle tout le temps de sport. Et ils ont annoncé qu'ils étaient intéressés à avoir
et par il, je veux dire, Ben Shapiro a annoncé qu'il lançait une pétition pour que Derek Chauvin soit gracié par le président Trump. Et cela a suscité une avalanche de réactions. Certaines personnes ont dit « ce n'est absolument pas le bon moment ». La plupart des gens ont dit que ce n'était pas le bon moment pour ça et qu'en fait, cela nuirait à Trump de le faire. Et puis d'autres personnes, plus mesurées, ont simplement dit « pourquoi voudrait-il retourner dans une prison du Minnesota s'il est gracié au niveau fédéral? Il a toujours sa peine d'État. » Et Jason Whitlock faisait partie de ces personnes qui disaient que cela semblait, que cela paraît juste aléatoire. Encore une fois, il commente le sport. Je dirais que 98% de ce qu'il commente concerne le sport. Donc, il a répondu à la pétition de Ben, avec laquelle d'ailleurs je suis d'accord avec Ben, que Derek Chauvin a été condamné à tort. Ben sait que je suis d'accord avec lui là-dessus. Nous en avons parlé ensemble en coulisses. Je pense aussi que c'est mal avisé à cause du crime d'État. Mais moi, vous savez, peu importe. Ouvert au débat. Jason Whitlock écrit « Que se passe-t-il ici? Cela semble sortir de nulle part de la part du Daily Wire, étant donné que c'est séparé de Candace Owens. Maintenant, sa raison de dire cela est simplement parce que j'ai fait le documentaire sur George Floyd. Mais vous savez, George, je ne possède pas George Floyd ni le documentaire. » Et puis, il continue et dit « Si Trump prenait cette initiative maintenant, cela saboterait et éclipserait d'autres programmes. » Je crois que Chauvin a été condamné à tort, mais le timing de cette campagne me semble déplacé. OK, c'est une critique juste. Vous pourriez simplement répondre de manière égale à cela. Voici ce que Jérémy a répliqué. Il a répondu « Si Ben Shapiro guérissait le cancer, Jason Whitlock trouverait de quoi se plaindre. » OK, wow. OK, peut-être pas fan des commentaires sportifs de Jason Whitlock. Peut-être que Jason Whitlock se trompe dans ses commentaires sportifs. Jason répond et dit que cela semble être une réaction excessive. Cela ressemble à quelque chose qu'un fan de LeBron dirait de moi ou de Stephen A. Forgeron. Quelqu'un peut-il me rafraîchir la mémoire? À quelle fréquence dois-je discuter de Shapiro? Cela semble vraiment trop cuit. Je pose des questions légitimes et Jérémy lance des attaques personnelles. Bizarre, je n'ai pas le droit de poser des questions. Et puis Jérémy répond à cela et dit « Tu as le droit de faire ce que tu veux, ce qui implique généralement d'être un con envers nous à chaque occasion. » Et le hashtag « Je fais juste poser des questions » est une arnaque lâche. Tu veux faire une accusation? Sois un homme et fais-le. Genre, il va... Je me dis, OK, c'est comme « batte-toi avec moi, batte-toi dehors. Allons nous battre tout de suite. » Tu te dis « Waouh, j'ai l'impression qu'il se passe autre chose. » Parce que ça ne peut pas être à propos du fait que j'ai dit que ce n'était pas le meilleur moment avec Trump. Et ça m'a juste semblé très agressif. Ça a été perçu comme agressif. Jason Whitlock est ensuite allé dans son émission et a dit « Je ne sais pas ce que c'est. » C'est une réaction totalement excessive à ce que j'ai dit. Et encore une fois, cela a été débattu en public. Même Matt Walsh a dit « Voici ce que je pense. » Je lui ai répondu. Et j'ai dit « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée à cause de son état. Par exemple, il devrait retourner au Minnesota et être dans une toute petite cellule, ce que sa mère détestait. Je ne comprends pas pourquoi ce même niveau de respect n'a pas pu être accordé à Jason Whitlock. Encore une fois, quelqu'un qui, la plupart du temps, ne fait que commenter le sport et qui ensuite intervient sur des sujets politiques variés. Donc, nous avons vu cela, puis il s'est impliqué et a commencé à dire cela. Jason Whitlock, qui a été quelqu'un qui a condamné Andrew Tate encore et encore, a commencé à dire qu'il soutenait Andrew Tate. Et ça, c'est tout simplement objectivement faux. Il est objectivement faux de dire cela à propos de Jason Whitlock. Donc, c'était beaucoup. Et puis, en plus de ça, d'ailleurs, je vous montre, tout ça s'est passé au cours des 10 derniers jours. C'est juste un aperçu de 10 jours des tweets de Jérémy. Ensuite, il s'est mêlé à la polémique autour de Crazy King, non tabakel, alors que personne ne parlait de Crazy King cette année. Et puis, un jour, les gens se sont réveillés et ont choisi la violence. Je ne sais pas. Il y a quelque chose à propos du carême. Il y a quelque chose avec la saison, quelque chose à propos du Christ, et les gens s'emballent, vous voyez? Et Jérémy s'est simplement lancé là-dedans, dans un long tweet. Il a écrit ceci. Je ne vais pas tout lire, honnêtement, mais vous voyez l'idée. Il n'y a aucun effort de la droite américaine pour empêcher les chrétiens de proclamer la vérité que le Christ est roi. Il y a un effort important pour encourager les chrétiens à faire preuve de discernement quant aux motivations de certains malfaiteurs qui exploiteraient le langage de la foi afin de promouvoir le mal. Il y a une raison pour laquelle Jésus-Christ, le roi, dit que tous ceux qui l'appellent Seigneur ne seront pas sauvés. Il y a une raison pour laquelle un commandement entier met en garde contre le fait de porter son nom en vain. Quiconque dit que le Christ est roi parce qu'il croit en Jésus, vous savez, c'est beaucoup. Et, encore une fois, à ta place, je resterai peut-être en dehors de tout ça.
Si c'était moi, je resterais simplement en dehors de tout ça. Et je ne suis pas la PDG de mon entreprise. C'est mon mari. Mais lui, il reste un peu à l'écart des choses et il ne tweete pas. Et je pense qu'il y a une raison à cela, car tout le monde commencera à voir votre entreprise à travers ce prisme, à travers le prisme de vos idées. Et puis, il y a eu beaucoup de tweets dirigés contre Tucker Carlson. Tucker Carlson est extrêmement apprécié. Beaucoup de tweets insinuant que Tucker Carlson qu'il donne une tribune à des personnes antisémites, Tucker Carlson ceci, Tucker Carlson cela, et puis il a tweeté ceci au cours des dernières 48 heures. J'ai prédit en janvier 2024 que Tucker finirait par conclure que l'Amérique était le méchant pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas prophète. Cela fait longtemps que c'est évident vers où tout cela allait. Et en fait, si vous regardez l'extrait, Tucker dit « Il n'y a rien de tel ». Donc, cela devient simplement une question de savoir si quelqu'un a lu le livre ou non. Comment se faire des amis et influencer les gens, parce que je ne pense pas que cela ait influencé les gens d'une manière qui leur donne envie de s'abonner au Daily Wire immédiatement. Vous voyez, c'est la question. Genre, moi, c'est super. Ça fait du bien. Je vais m'abonner au Daily Wire tout de suite. Donc, on était tous un peu là à se dire, on ne sait pas ce qui se passe, mais il se passe clairement quelque chose. Parce que ça fait beaucoup de choses qui arrivent en très peu de temps. Et puis aujourd'hui, dans Axios, c'était rapporté. Exclusif, le co-PDG de Daily Wire, Jeremy Boring, va démissionner. Le texte ici dit « Jeremy Boring, cofondateur de Daily Wire, quitte son poste de co-PDG pour se concentrer sur des projets créatifs pour l'entreprise. » Il l'a annoncé au personnel dans une note obtenue par Axios mardi. Caleb Robinson, le PDG fondateur de l'entreprise, deviendra le PDG à temps plein de l'entreprise avec effet immédiat. Robinson et Boring étaient co-PDG depuis 2019. Dans une note adressée au personnel, Boring a indiqué qu'il resterait dans l'entreprise en tant que conseiller. Il continuera d'animer Daily Wire Backstage, l'émission mensuelle de l'entreprise avec Ben Shapiro, Matt Walsh, Michael Knowles et Andrew Klavan. Il se consacrera à temps plein aux projets créatifs, notamment à l'achèvement de la série télévisée de Daily Wire, The Pendragon Cycle, dont il est le réalisateur et producteur exécutif. Bon, maintenant. Je ne sais pas ce que tout le monde pense de cette annonce. Il y a quelques éléments qui m'ont immédiatement frappé dans ce communiqué. On a l'impression qu'on essaie d'arrondir les angles sans vraiment donner beaucoup de faits. D'accord, il est tout à fait inhabituel qu'un PDG d'entreprise démissionne. Et il n'y a eu aucune raison donnée pour ce départ. Surtout si c'est parce que vous allez être plus impliqué sur le plan créatif, alors quel est votre nouveau titre? C'est ce que je cherchais. Je veux dire, si c'était vraiment parce qu'il avait besoin de se concentrer sur des projets créatifs, j'attendais qu'on dise « Il va désormais occuper le poste de directeur créatif en chef ». C'est le rôle de notre directeur créatif, du président de l'équipe créative. Mais il n'y a rien de tout ça. On dit juste qu'il va conseiller. Et sur quoi va-t-il conseiller? Eh bien, ils disent, comme le cycle Pendragon. Eh bien, pour être clair, le cycle de Pendragon est une série qui a été tournée par passion de Jérémy. C'était le cas, je crois. Il a annoncé que c'était le livre qui avait le plus de signification pour lui, pour une raison ou une autre, je ne me souviens plus. Et donc, ils se sont lancés dans ce projet, mais ce film était censé sortir l'année dernière. Donc, ce film qui fait partie de cette série a déjà 1 an de retard sur sa sortie, ce qui me ferait penser que cette sortie est imminente. Donc, dire qu'il va travailler sur quelque chose qui aurait dû être terminé il y a 1 an et qu'il va ajouter. Faire cela en tant que conseiller ne me semble pas vraiment pertinent, du moins à moi. Et évidemment, nous attendons plus d'informations. Et je vais dire ceci à l'équipe tout de suite. Si d'autres informations sortent, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Évidemment, nous sommes en direct ici. Cela ne donne pas l'impression qu'il est simplement déplacé au sein de l'entreprise. On dirait plutôt que c'est une façon élégante de dire qu'il va rester impliqué de manière créative en tant que conseiller. Quel est son titre? Quel est son titre? De PDG à quoi? Chief quoi? Président de quoi? Conseiller? Ça semble vague, non? Et pourquoi cette déclaration n'est-elle pas accompagnée d'une déclaration du nouveau PDG? C'est un Axios. Et je me demande, est-ce que Jérémy a une équipe de relations publiques qui a travaillé pour faire publier ça? Et ce qui est intéressant, c'est que j'attendais la déclaration de Ben. Ces deux-là sont les meilleurs amis. Je rafraîchissais pour voir ce que Ben allait dire à ce sujet sur son fil X. Il n'a rien dit sur ses réseaux sociaux. Ça me paraît bizarre. C'est un silence très bruyant. Et au contraire, il a adopté une posture très corporate. Il a fait une déclaration exactement le genre de déclaration que je m'attendais à ce qu'il fasse pour le Daily Wire, sur le site du Daily Wire.
C'est là que vous pouvez en fait trouver une déclaration de Ben Shapiro et Caleb Robinson. Bien sûr, Ben Shapiro ne devenait pas le PDG, mais il est largement considéré comme le visage du Daily Wire. Il lui incombait donc de dire quelque chose. Et il a géré cela d'une manière extraordinairement professionnelle. C'est ce que je veux souligner. C'est une annonce officielle et professionnelle, comme il se doit. Je veux être clair. C'est exactement ce que Ben devrait faire. Et c'est ainsi que cela devrait se passer. Et ce genre de choses ne devrait pas se passer sur Twitter. Mais encore une fois, pour ton meilleur ami, et à de nombreuses reprises, Jérémy a dit que j'étais son seul ami, on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus que ce qui saute aux yeux, non? Voici donc une déclaration de Ben Shapiro. Encore une fois, cela peut être trouvé sur le site du Daily Wire. Le travail acharné de Jérémy et son leadership brillant ont été indispensables à la croissance de cette entreprise. D'une simple idée à la plus grande entreprise de médias numériques conservateurs du pays, a déclaré Shapiro. Jérémy est un talent exceptionnel et nous sommes ravis de pouvoir bénéficier encore davantage de sa créativité dans l'entreprise alors que nous entamons la prochaine phase d'expansion. Nous avons hâte de voir ce qu'il va faire ensuite. Waouh, c'est une sacrée dernière phrase. Nous n'avons pas hâte de voir ce qu'il va faire ensuite. Remets-le à l'écran. Je veux juste montrer ce qu'on n'entend pas, d'accord? C'est un talent exceptionnel. Nous sommes ravis de pouvoir bénéficier encore davantage de sa créativité dans l'entreprise. À quel titre? Alors que nous entamons la prochaine phase d'expansion. Qu'est-il devenu maintenant qu'il n'est plus PDG? Et ensuite, vous dites, nous avons hâte de voir ce qu'il va faire ensuite. Encore une fois, on a l'impression qu'on passe à autre chose. C'est ce que je ressens, mais je peux me tromper. Et bien sûr, nous mettrons cela à jour. Si soudainement ils disent « il va devenir le chef, mais tu obtiens un titre ou pas ». Et je n'entends pas de titre ici. Nous avons également une déclaration de Caleb Robinson, ce qui est attendu. Parce que le nouveau PDG, et il est l'ancien, il est le co-PDG, mais maintenant il absorbe tout le pouvoir en tant que dirigeant ici. Et il a fait cette déclaration. Il dit « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour cette prochaine phase de la croissance du Daily Wire. » Et pour Jérémy, alors qu'il poursuit l'achèvement de Pendragon, d'accord, qui aurait dû être terminé il y a 1 an, où je suppose qu'ils ont raté la date limite, puis qu'il continuera à travailler avec nous sur d'autres projets créatifs importants que nous avons en préparation, a déclaré Robinson. D'accord, mais à quel titre? Les contributions créatives de Jérémy au cours de la dernière décennie ont contribué à façonner le visage du podcasting et des médias numériques, avec Pendragon à l'horizon. Le meilleur reste à venir. Maintenant, aucun d'eux ne dit qu'il va animer Backstage. C'est intéressant. Cela vient simplement d'Axios et de Jérémy. Ils disent en quelque sorte qu'ils travaillent sur Pendragon. Ça doit être presque terminé. Encore une fois, comme je l'ai dit, et puis on n'a rien. Il va en quelque sorte aider sur le plan créatif et, si on résume, Jérémy interviendra comme conseiller. Alors, est-ce que je comprends mal ou est-ce que ça donne l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on sait? Mesdames, on ne sait pas vraiment ce qu'on sait. Et bientôt, on va savoir, parce que je pense que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va y avoir plus d'informations qui vont sortir sur le Daily Wire. On passe maintenant à quelques réactions. Évidemment, on fait l'émission en direct. Tout d'abord, bien sûr, tout le monde attendait de voir ce que Brett Cooper allait dire. On a eu l'impression, dans l'ensemble, qu'elle était restée silencieuse sur son départ. Peut-être parce qu'elle devait rester silencieuse sur son départ, on ne sait pas. Mais elle a tweeté ceci en réponse à la nouvelle, un gif de Jimmy Fallon. On dirait qu'il a envie d'éclater de rire, puis il se contente d'acquiescer. Et je pense que ça résume probablement tout. Elle a enchaîné avec ceci, ce qui en dit long. Elle dit « sincèrement impatiente de voir où Ben et Caleb vont emmener l'entreprise ensuite. » Donc, elle pense, si on comprend bien, que c'était une bonne décision pour l'entreprise. Nous n'avons pas encore eu de tweet, et vous pouvez-vous vérifier en direct si Matt Walsh ou Michael Knowles ont réagi? Ils n'ont rien dit à propos de la nouvelle. Jason Whitlock s'est exprimé et il a dit ceci. Pour plaisanter, d'après ce que j'ai compris, Jérémy va désormais se consacrer à plein temps à me dénigrer, moi, Tucker Carlson, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le Dieu roi. Dieu roi, au fait, c'est comme ça que Jérémy se surnomme. Il s'appelle lui-même le Dieu roi en minuscule. Donc oui, il semble que Jason Whitlock ne regrettera pas son départ. Ensuite, il y a des gens qui commencent à rassembler les pièces du puzzle. Maintenant, ce sont des rumeurs qui circulent, venant de divers journalistes et de personnes qui, comme moi, essaient simplement de comprendre ce qui se passe réellement. Et pour commencer, allons voir The Quartering, qui a beaucoup parlé du départ de Brett. Je crois que lui aussi s'appelle Jérémy d'ailleurs. Voici donc sa vidéo et sa perception de la situation.
En général, quand les PDG démissionnent, ce n'est pas de leur plein gré. Je vais être très clair à ce sujet. Je ne dis pas qu'il y a un énorme scandale en cours, mais il semble que le Daily Wire fait du surplace depuis un moment. Il semble qu'il se soit peut-être trop dispersé avec, vous savez, Ben Kay et tout le reste. Et il est aussi possible que, vous savez, il se penche sur ce que sera exactement l'avenir du divertissement. Je ne sais pas si Jeremy Boring était directement à l'origine ou la cause du départ de personnes comme Brett Cooper, mais n'oublions pas qu'il a eu une querelle assez publique avec Brett Cooper disant qu'elle n'avait pas défendu d'autres personnes dans l'émission. Vous savez, le Daily Wire a probablement perdu 50% de leurs émissions et 60% de leur audience. Matt Walsh est toujours très populaire. Ben Shapiro est moins populaire maintenant, mais reste évidemment une grande attraction. Candice était une étoile montante. Ils l'ont perdu. Et Brett Cooper était probablement leur plus grande étoile montante et ils l'ont perdu. Et ces deux événements se sont produits au cours du dernier mois environ. Quand on regarde la réaction sur Twitter, ils n'ont pas l'air si surpris que ça. Jeremy Boring a démissionné. En tant que PDG de The Daily Wire, l'entreprise a rapidement décliné depuis la perte de Candace Owens et Brett Cooper. Peut-être qu'une nouvelle direction arrêtera de censurer les animateurs s'ils ne sont pas d'accord avec Ben Shapiro. Je veux dire, c'est possible. Mais un gars qui se fait appeler le God King ne quitte probablement pas son poste de PDG de son plein gré. Et en ce qui concerne les rumeurs et les insinuations, Yann Carroll, qui a évidemment été la cible de certains, disons, propos virulents de la part de Jeremy Boring, a réalisé une vidéo. Il a eu une entrée très intéressante au sein de The Daily Wire. J'ai découvert beaucoup de choses sur mon propre licenciement que je ne connaissais pas grâce à Yann Carroll. C'était en quelque sorte la première fois que j'entendais vraiment parler de lui. Et il avait des informations de la part d'employés sur des choses que j'ignorais et qui se passaient en coulisses. Et voici ce qu'il rapporte comme se passant chez The Daily Wire. Écoutez bien. The Daily Wire est en train de faire faillite, soi-disant, et Jeremy Boring n'est officiellement plus PDG. C'est exact. Le soi-disant dieu roi de The Daily Wire est au centre de tant de scandales. Et oui, il se décrit lui-même comme le dieu roi. Et l'email vient tout juste d'être envoyé en interne aujourd'hui, annonçant qu'il démissionne, et maintenant Axios couvre l'affaire. À ma connaissance, il n'a pas encore été révélé que des fonds de capital investissement sont en train d'intervenir et cherchent à racheter The Daily Wire. J'ai entendu, selon la rumeur, que Silver Lake Capital chercherait à les racheter. Et yo, Silver Lake, vous feriez peut-être bien de regarder cette vidéo avant de trop réfléchir à la question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore sur la place publique. On va parler de choses comme des cartes de crédit annulées, des mensonges à la presse, des tentatives de piéger Tim Pool. D'après ce que je comprends de mes sources, même les gens à l'intérieur de The Daily Wire ne connaissent qu'une partie de l'histoire et ils sont tous plus ou moins montés les uns contre les autres. C'est un vrai bazar. Et le plus important dans tout ce désordre, c'est que le Daily Wire a une longue histoire de mauvais traitements envers ses employés. J'ai donc eu de nombreuses sources à l'intérieur du Daily Wire depuis un certain temps parce que tout le monde les déteste. Même leurs propres employés. Ils présentent la situation comme si Jeremy Boring se retirait volontairement pour travailler sur des projets créatifs comme le cycle Pendragon et qu'il resterait dans l'entreprise à un poste de conseiller. Mes sources me disent que le cycle Pendragon est déplacé hors site et en dehors de la supervision physique du Daily Wire. Parce qu'apparemment, il ne laisse pas Jeremy Boring revenir dans le bâtiment pour l'instant. Jeremy Boring a, selon toute vraisemblance, été forcé de partir à 100%. Ce n'était pas un départ volontaire. D'après ce que j'entends, même entre Ben Shapiro et Jeremy Boring, il semble qu'il y ait une fracture énorme entre eux. Il y a aussi des rumeurs non confirmées selon lesquelles Ben Shapiro aurait engagé son propre responsable des relations publiques il y a plusieurs mois. Et tu te souviens quand Tim Pool réorganisait son entreprise et qu'il se passait des choses bizarres là-bas? Je ne sais même pas si Tim est déjà au courant directement, mais il semblerait que le Daily Wire essayait de le manipuler pour qu'il rachète le Daily Wire et qu'ils essayaient de le présenter comme une entreprise extrêmement rentable. Les rumeurs que j'entends disent que Jeremy Boring pensait que Tim Pool serait assez naïf pour tomber dans le piège et qu'il était exactement le genre de personne à qui il pouvait vendre. J'ai entendu dire qu'il lui aurait proposé un accord entièrement en actions, ce qui n'aurait aucune valeur puisque leurs actions ne valent rien parce qu'ils sont en faillite, soi-disant. Je ne sais rien à ce sujet, ni sur tout ça, parce qu'évidemment, je ne suis plus au Daily Wire depuis 1 an.
donc je ne connaîtrai aucune circonstance concernant les finances ou s'ils ont proposé ou non un accord à Tim Pool. Mais c'est intéressant venant de lui car il y a certaines choses qu'Ian Carroll a dites qui se sont finalement révélées vraies. Donc, c'est une partie des discussions qui ont lieu à nouveau. Maintenant, que puis-je dire en ce qui concerne mon opinion personnelle à ce sujet? Je serais tout à fait d'accord pour dire que c'est une excellente nouvelle. Je suis d'accord avec Ben et Caleb pour dire que c'est une excellente nouvelle. Je pense vraiment que Ben et Caleb ont pris la bonne décision, si c'était bien leur propre décision, de le faire passer du côté créatif, c'est-à-dire de l'orienter vers un rôle plus axé sur la créativité. Je pense également que cela fait véritablement partie de la volonté de Jérémy, de ses intentions profondes, d'être un créatif, ce qu'il habite depuis qu'il est très jeune. Et ce sera agréable de le voir poursuivre ce qu'il a toujours voulu faire. Et je lui souhaite vraiment le meilleur. J'espère qu'il obtiendra, vous savez, la reconnaissance qu'il mérite selon moi. Peut-être qu'il retournera à Hollywood. Qui sait ce qu'il fera ensuite? Mais moi, et j'espère que nous comprenons tous bien la situation, peut-être qu'il en fera encore plus. Peut-être qu'on le verra dans les coulisses. Petite mise à jour. Il n'y a toujours eu aucun commentaire de la part de Michael ou Matt Knowles. Vous savez, d'après mon expérience, je fais ça depuis très longtemps et je peux dire que Jeremy n'est pas du tout comme n'importe quel autre PDG avec qui j'ai travaillé ou pour qui j'ai travaillé. C'est une véritable anomalie. Et je pense que, pour le Daily Wire, on dirait qu'ils sont tous satisfaits de la décision. Donc, je pense qu'on peut aussi dire que nous sommes très heureux pour le Daily Wire concernant cette décision. Je soupçonne que beaucoup d'autres choses vont sortir dans les mois à venir, maintenant que, d'une certaine manière, le barrage a cédé. Et oui, je suppose qu'on va tous rester à l'écoute, alors restez connectés. Je veux être clair, je ne souhaite aucun mal au Daily Wire. J'ai des amis et d'excellents collègues qui y travaillent. Je l'ai dit depuis le tout début. J'adore Matt. J'adore Michael. Ben et moi, évidemment, nous avons beaucoup de désaccords. Mais en ce qui concerne ma collaboration avec lui, il n'y a pas de mauvaise histoire que je pourrais raconter, surtout parce qu'il vit en Floride et qu'il n'a jamais rien dit ou fait de désagréable envers moi en face. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour l'entreprise, c'est ce que je dirais. Je pense que c'est une très bonne chose pour l'entreprise. Et je vais devoir m'en tenir là pour l'instant, jusqu'à ce que je sache si je peux en dire plus ou non. Au cours du mois dernier, nous avons vraiment vu à quel point l'administration précédente dépensait de manière inutile. Alors que la Fed s'efforce de maîtriser l'inflation, l'économie dans son ensemble ressent encore les effets, en particulier sur des produits du quotidien comme l'alimentation, le logement et la santé. Si vous vous êtes inquiété pour vos économies ou votre retraite, il est temps d'envisager de diversifier votre épargne avec Goldco. L'or est reconnu comme une réserve de valeur depuis des milliers d'années. Contrairement à d'autres actifs, sa valeur n'est pas liée à la performance d'une entreprise ou d'un gouvernement, ce qui le rend moins sensible à la volatilité des marchés financiers. Goldco a rendu l'achat de métaux très simple. Ils soutiennent beaucoup les missions et sont très compétents dans leur domaine. Actuellement, vous pouvez obtenir gratuitement un kit or et argent 2025 rempli d'informations précieuses sur l'achat de métaux précieux. Vous pouvez également bénéficier d'une correspondance instantanée en argent bonus allant jusqu'à 10%. C'est vraiment une offre exceptionnelle, surtout en ce moment. Alors rendez-vous sur CandisLikesGold.com pour en savoir plus. C'est bien CandisLikesGold.com. Aussi, s'il y a deux choses certaines dans la vie, ce sont la mort et les impôts. Eh bien, il y a maintenant une troisième certitude. Si vous êtes chez Verizon, AT&T ou T-Mobile, vous pourriez économiser une fortune chaque mois en passant chez PureTalk. PureTalk, c'est mon opérateur de téléphonie mobile. Réduit le superflu de l'industrie du sans-fil pour seulement 25 $ par mois. Vous pouvez bénéficier d'appels, de SMS illimités et de 5 gigaoctets de données sur le réseau 5G le plus fiable d'Amérique. La famille moyenne de 4 personnes économise plus de 1 000 $ par an en passant chez PureTalk. C'est de l'argent réel qui retourne directement dans votre poche. Et avec l'équipe du service client de PureTalk, vous pouvez changer d'opérateur facilement en 10 minutes. Vous pouvez garder votre téléphone et votre numéro. Rendez-vous sur puretalk.com Owens pour changer et vous économiserez 50 $ de plus, soit 50% de réduction sur votre premier mois. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens pour commencer à économiser dès aujourd'hui. PureTalk, un service sans fil par des Américains pour des Américains. J'ai vraiment très hâte de lire vos commentaires à ce sujet et de voir ce que les gens ont à dire. Oui, ça m'intéresse beaucoup. D'abord, je voulais juste dire que j'ai vu ce sondage ou cette question hilarante qui circulait. Elle est géniale. Elle s'appelle House and Habit. Sur Instagram, son vrai nom est Jessica Reed Crows.
Et elle, je dirais qu'elle pose simplement des questions aux gens sur différents sujets. Et ce week-end, elle a demandé si c'était bizarre que l'enfant d'Elon Musk, son petit ex, soit avec Trump. Et c'était le titre dans le Mirror. Il disait « Trump, vu en train de jouer les grands-pères avec le fils de Musk, X, alors qu'il aide le tout petit à monter les marches de Marine One. » Et ces photos devenaient virales où on le voyait marcher. Trump marchant avec le fils de 4 ans d'Elon Musk, qui, soit dit en passant, est adorable. Franchement, ce gamin est vraiment trop mignon. J'adore son long manteau. Les enfants sont toujours adorables. Et il a juste l'air... En fait, il fait exactement le même saut qu'Elon a fait. J'ai vu Elon faire exactement ce saut. Mais c'est intéressant parce que c'est le président des États-Unis. Et on le voit avec l'enfant comme s'il s'agissait de son petit-fils. Et les gens disent que c'est juste bizarre. Et c'est un de ces moments où je me dis, est-ce qu'on peut tous arrêter d'être aussi partisans au point de ne pas pouvoir juste être d'accord sur certains points? Oui, bien sûr, c'est bizarre. Oui, bien sûr, c'est bizarre. C'est étrange à quel point Elon Musk est présent. Le gamin est adorable, mais mettons-nous à la place de l'autre camp, d'accord? Mettons-nous à la place de l'autre camp et imaginons que Joe Biden soit constamment avec Mark Zuckerberg, toujours avec Mark Zuckerberg. Et puis lui et le fils de Mark Zuckerberg se promèneraient ensemble, juste tous les deux. Ils montent dans un avion et Joe Biden prend le fils de Mark Zuckerberg dans ses bras. Tous les conservateurs à ce moment-là diraient « c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Ça devient vraiment étrange. » Et c'est OK. Vous ne déshonorez pas Trump en disant des choses qui sont objectivement vraies. Ça vous rend simplement plus crédible parce que je veux pouvoir... Quand les démocrates reprendront inévitablement le pouvoir, parce que c'est comme ça que ça alterne, républicains, démocrates, je veux pouvoir me moquer de certaines choses. Je veux pouvoir dire « c'est bizarre ». Et je suis cohérent là-dessus. C'est juste que ça devient un peu étrange. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai juste rigolé en me disant « les gars, c'est pas grave ». Les gens sont parfois tellement tribaux. On ne peut tout simplement pas reconnaître ça. Genre, non, ça ne le serait pas. On ne serait pas détendu si c'était Mark Zuckerberg et Biden, et on ne devrait pas l'être non plus. C'est étrange. Bref, Elon Musk a adoré. Il a tweeté la photo en disant « c'est une photo joyeuse ». Et son fils est adorable, au fait. Son fils est absolument adorable. J'aurais aimé qu'il ait un prénom plus long. Je trouve ça bizarre de l'appeler X, petit X, comme un rappeur. Peut-être un petit Xavier. Il est mignon, un garçon adorable. D'accord. Aussi, je veux te dire ceci. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors qu'on parle d'Hollywood et un peu de la chute d'Hollywood et de l'éveil que beaucoup d'entre nous vivent concernant, tu sais, des figures ou des personnes sur lesquelles on mettait beaucoup d'importance, et tu veux croire au caractère de la personne puis tu découvres qui elle est vraiment. Ce qui se passe en coulisses ne correspond pas du tout à ça. C'est un peu la leçon que j'ai apprise, surtout cette dernière année, que ce soit en politique ou à Hollywood. Et c'est nous qui couvrons la saga de Justine Baldoni. Et beaucoup de fans de Taylor Swift se posent beaucoup de questions. Regarde ce titre. C'est vraiment très triste. OK, donc Taylor Swift passe, disons, une très mauvaise année de marraine. Et on peut le dire parce qu'évidemment, elle est la marraine de tous les enfants de Blake Lively. Il s'avère que Blake Lively est une narcissique notoire, tout comme son mari. Et ils sont assez méchants avec les gens. Eh bien, Taylor Swift a un autre filleul qui s'appelle Léo, un garçon adorable, dont la mère est la célèbre actrice Jamie King. Et nous savons qu'elle et Taylor Swift sont amies depuis toujours. C'est une partie de son groupe de filles que tout le monde enviait un peu. Oh, j'aimerais avoir une amie comme Taylor Swift. Ça doit être tellement incroyable. Et puis, nous avons appris qu'elle avait divorcé de son mari. Et dans cette situation très inhabituelle, il a été annoncé que le père avait obtenu la garde de l'enfant, l'ex-mari, Kyle Newman. Les tribunaux ne prennent pas ce genre de décision à la légère. Je veux être claire, il y a beaucoup de femmes à qui on devrait retirer la garde de leurs enfants pour la confier au père. Mais les tribunaux sont tellement favorables aux femmes qu'il est pratiquement impossible que cela arrive, à moins que la mère ne soit, par exemple, une toxicomane notoire. Et il s'avère que... Et encore une fois, c'est très triste. Donc, il ne s'agit pas de se moquer de Jamie King. C'est quelque chose qui, comme je le dis, lorsqu'il s'agit d'addiction, devrait être un sujet qui rassemble la nation. Je ne connais pas une seule famille qui n'ait pas été touchée par l'addiction, y compris la mienne. OK, pour moi, dire simplement « Oh, il suffit de ne pas se droguer, de s'abstenir », je serais vraiment en train de me prendre de haut. Ce serait ridicule. Mais c'est vraiment triste quand je lis cette histoire et que son ex-mari a explicitement déclaré qu'elle s'en fiche. Elle est toxicomane et alcoolique et elle l'est depuis toujours.
Et maintenant, le juge statue en sa faveur. Ce que je ne savais pas, c'est que son fils est né avec une malformation cardiaque parce que, selon son mari, elle consommait de la drogue pendant sa grossesse. Et donc, la raison pour laquelle je voulais en reparler, ce n'est pas, j'espère sincèrement que Jamie King recevra toute l'aide dont elle a besoin. L'addiction, si vous n'avez jamais connu quelqu'un qui en souffre, c'est une possession démoniaque. C'est la seule façon de la décrire comme une véritable possession démoniaque. Et là, pour moi, dans une telle situation, il faut Dieu. Il faut Dieu. Il faut un prêtre. Je pense que c'est la seule façon d'y arriver. Et je souhaite cela pour Jamie King. Mais j'en parle parce que je me souviens tellement que nos cerveaux étaient marqués par toutes ces images de girl power avec Taylor Swift et Blake Lively. Et maintenant, on sait qui est Blake Lively et Cara Delevingne. Qui, félicitations à elle, elle est devenue sobre. Mais ensuite, on apprend qu'elle était aussi en train de lutter contre une addiction à la drogue. Et maintenant, Jamie, qu'on connaît maintenant avec toutes ses photos. Oh, je suis la marraine. Tout ce temps, elle a lutté contre cette addiction. Donc, tout à Hollywood n'est vraiment pas ce que l'on croit, tu sais? Et je pense que très souvent, on regarde leur vie et on s'imagine, oh, qu'est-ce que ce serait pour moi d'avoir 10 meilleurs amis? Défiler avec tous ces gens cool et incroyables. Je veux être comme eux. Non, tu ne veux pas. Tu sais, regarde autour de toi. Ta vie est probablement déjà très belle et tu ne t'en rends même pas compte. Parce que ce que Hollywood sait vraiment bien faire, c'est faire briller les choses, juste pour que tu t'approches et que tu réalises que ce n'est pas de l'or. Et ça ne peut pas être de l'or parce qu'une grande partie sert des intérêts sataniques. Tu sais, vouloir des choses, vouloir de l'argent. Et ne pas vraiment poursuivre ce qui te rend entier. En fait, ce que tu as probablement est quelque chose que tu devrais valoriser et dont tu devrais être fier. Et ce que tu penses vouloir atteindre n'est pas réel. Je voulais juste dire ça. C'est la seule raison pour laquelle j'ai évoqué cette histoire. Très bien, je vais vous rappeler encore quelques-uns de nos sponsors avant de passer à vos commentaires, qui devraient être croustillants. Au fait, vous ne vous tenez pas bien dans le chat en direct. Je n'ai pas lu le chat en direct aujourd'hui parce que vous êtes juste en train de m'embêter. Vous êtes vilains, les gens. Je vous le dis toujours, c'est le chat en direct, les gens. Ils disent des trucs et c'est vraiment drôle, mais je ne peux jamais vous lire à voix haute. Je vous rappelle American Financing parce que les taux d'intérêt ont en fait baissé. C'est le moment d'en profiter. Beaucoup d'Américains ont du mal à suivre avec les factures du quotidien, les œufs, le café, et vous sortez la carte de crédit pour payer tout ça. Si vous êtes propriétaire, les taux d'intérêt sont descendus dans les 5%. C'est presque un quart du taux moyen des cartes de crédit. American Financing aide des propriétaires comme vous à économiser en moyenne $800 par mois en utilisant la valeur nette de votre maison et en effaçant les taux d'intérêt élevés. Et le meilleur, c'est qu'il n'y a aucun frais pour commencer. Les taux des cartes de crédit sont délirants. Et si vous avez un solde à rembourser chaque mois, vous êtes probablement coincé dans un cycle sans fin. Vous pouvez donc vous libérer dès aujourd'hui en appelant American Financing et en découvrant combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez maintenant, vous pourriez même retarder les 2 prochains paiements hypothécaires. Alors appelez le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. Aussi, 7 Weeks Coffee. Vous buvez déjà du café, alors faites une bonne action et soutenez une cause qui vous tient à cœur. C'est la société de café Pro-Vie d'Amérique, 7 Weeks Coffee, et leur mission est de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Il s'appelle 7 Weeks Coffee parce qu'à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café. Et c'est aussi le moment où l'on peut clairement détecter un battement de cœur à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse à travers le pays. Ils ont récolté plus de 800 000 $ pour ces centres et ont sauvé des milliers de vies. Maintenant, je peux vous parler du café car il est fantastique. Il est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre, peu acide et issu de l'agriculture biologique. Donc, il coche toutes les cases en ce moment. Vous pouvez vous abonner à 7 Weeks Coffee et vous recevrez un sac édition limitée pour le carême, offert. Conçu pour être un rappel quotidien de prier, jeûner et boire du café 7 weeks pendant la saison du carême. Alors, rendez-vous sur 7weekscoffee.com et économisez 15% à vie lorsque vous vous abonnez. De plus, exclusivement pour mes auditeurs, si vous utilisez le code Candice pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande, vous l'aurez. Cela fait une économie totale de 25% sur votre première commande, plus un cadeau offert. Alors visitez 7weekscoffee.com et utilisez le code promo Candice. J'ai peur d'aller voir les commentaires. Mais vous êtes fous. Je vous aime et vous êtes fous comme moi. Des fous dans les commentaires. Oh, la famille Cartier! Il faut vraiment que je vienne dans votre émission. Je suis tout le temps enceinte. Je fais clairement partie de la famille Cartier. C'est Cartier. Je dis Cartier parce que ça sonne chic.
la famille Cartier. Ils sont fantastiques. Si vous n'allez pas sur leur chaîne YouTube, vous savez quoi? En fait, ils plagient. Au début, ils faisaient que regarder mon contenu, juste se détendre. Et j'ai envie de les rejoindre, juste regarder mon contenu et me détendre. Je veux ce boulot. Je veux le job de regarder mon contenu. Je plaisante. Vous êtes formidables. Et merci beaucoup d'être dans le chat en direct. On va vraiment faire en sorte que ça arrive. Quand je viendrai au Texas et que j'arrêterai enfin d'être enceinte, ça fait longtemps. Ben Oten écrit « Ces crises à propos de l'expression « crisis king » sont ridicules. Tout comme l'affirmation selon laquelle c'est antisémite, peut être une déclaration plus audacieuse liée au principe du christianisme. Le Christ vit et demande à Dave Smith de modérer ton débat. J'adorerais débattre sur le sujet de Crisis King. Daniel écrit « Reconnaissante pour toi ». Merci Daniel. Elda Chavez écrit « Je viens d'acheter encore plus de produits dérivés de Candice. L'un d'eux est la tasse Standis dédicacée. Je viens de réaliser que j'aurais dû en acheter une de rechange que je pourrais vraiment utiliser. Merci beaucoup de soutenir l'émission et de soutenir notre indépendance. » Penny écrit « Ton livre sera-t-il disponible à l'international? » En précommande? Non, pas en précommande, seulement quand il sera vraiment disponible en juin. Et as-tu des nouvelles concernant ta tournée en Australie? La mise à jour, c'est que nous allons devant la plus haute cour du pays. Nous allons devant la Cour suprême d'Australie. Et je n'ai pas de date pour cela, mais la tournée sera repoussée après. Donc, en supposant que nous gagnons et que je sois autorisée à entrer en Australie, et je ne devrais pas faire cette supposition parce que c'est un pays, et je ne sais pas ce qu'ils pensent de la liberté d'expression, mais je reste optimiste. Si vous voulez suivre cette affaire, au fait, c'est Candace Owens, farmer contre le Commonwealth d'Australie. Et Tony Burke, le ministre de l'Intérieur, je crois, est le nom officiel de cette procédure. Cet utilisateur écrit « Pourquoi Candace n'utilise-t-elle pas un logiciel de reconnaissance faciale sur la photo de Jean-Michel à 18 ans et sur Brigitte? » Ils l'ont utilisé sur d'autres photos, mais pas sur celle-ci. Très étrange. Nous avons expliqué pourquoi. Parce qu'on ne peut pas comparer côte à côte deux photos où les personnes portent des lunettes. Le logiciel de reconnaissance faciale ne permet pas de le faire. Ou bien ils vous disent que ce n'est pas conseillé car les lunettes peuvent modifier la forme de votre nez, de votre front, etc. Voilà pourquoi. Ce sont deux photos côte à côte où les deux personnes portent des lunettes. Cela n'est pas autorisé. C'est ce que j'ai compris de Xavier. Et nous en avons parlé. La personne suivante écrit « Désolé d'aborder ce sujet. Tu es peut-être la seule personne assez forte pour enquêter sur la Seconde Guerre mondiale. C'est pénible que tu doives être le catalyseur pour tant d'autres réseaux, mais Dieu t'a choisi. Je t'aime. » Apparemment, Tucker Carlson parle de la Seconde Guerre mondiale. J'ai dit aux gens quel documentaire j'avais regardé et qui m'avait complètement réveillé, à savoir un documentaire de PBS et de la BBC, réalisant que l'on ne m'avait certainement pas raconté toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et quel était le titre de ce documentaire? La pièce sauvage. Et vous pouvez trouver cela, je pense, dans le Daily Dot ou quelque chose comme ça. Mais cette pièce sauvage vaut vraiment la peine d'être regardée. Et alors tu réaliseras que tu seras projeté dans une nouvelle réalité. En ce qui concerne ce qui est arrivé à de simples citoyens germanophones qui n'avaient rien fait de mal. En découvrant et comprenant leur génocide, tu te demandes « Pourquoi ne pas l'inclure ?» C'est la première question. Pourquoi ne pas simplement l'ajouter à l'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale? Pourquoi ont-ils été réduits au silence? Et pourquoi des lois sur la liberté d'expression ont-elles été adoptées? Pour les empêcher de parler de leur propre histoire. Pourquoi un génocide serait-il plus important qu'un autre? Eh oui, je parle effectivement de sujets comme celui-là. C'est important pour moi. Sarah écrit des avis sur l'affaire Brian Kohberger, coupable ou non coupable? J'adorerais que Candace en parle. Je vais effectivement en parler, c'est certain. Alors ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Concernant les nouveaux produits dérivés, les gars, il y en a sur le site et je vous le dis, vous allez adorer ces articles. Regardez, faire un sandwich. Les filles veulent juste des hommes virils. J'en suis vraiment fière. Aussi anti-féministe que je sois, je me prépare pour la sortie du livre. Notre site web, comme je vous l'ai dit, on utilise Patmos pour ça. Vous avez peut-être vu mon site web. Si vous le trouvez joli, que vous l'aimez et qu'il est bien remis à neuf, c'est parce que nous avons choisi Patmos, l'alternative la plus fiable aux grands hébergeurs, avec plusieurs centres de données et un service client basé aux États-Unis. Leur service client a été excellent avec nous et ils offrent un rapport qualité-prix exceptionnel pour tout ce qui concerne l'hébergement et le développement web. Donc, si vous êtes quelqu'un qui cherche à créer un site web et que vous cherchez à travailler avec quelqu'un, j'imagine que vous passerez à Patmos. Visitez patmos.tech pour faire le changement dès aujourd'hui. C'est patmos.com. Technologie. Puis-je oser regarder le chat en direct maintenant? Qu'est-ce que vous dites, les gars? Oh, quelqu'un dit que Jeremy Boring est un nom sauvage.
Cette personne dit que rien ne rime avec kombucha devrait être l'un de mes t-shirts. Tu as tellement raison, rien ne rime avec kombucha. Si ce n'est pas sur le prochain album de Taylor Swift, alors qu'est-ce qu'on fait vraiment? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai même accompli? J'ai gaspillé toute mon année, toute ma grossesse. Si cette chanson n'est pas sur son prochain album, on verra bien ce qui se passera. Bref, les amis, on vous tiendra au courant de tout ce qui concerne Daily Wire. Je suis sûre qu'on aura d'autres mises à jour dans les prochaines 24 heures. J'espère avoir tout rapporté de manière responsable. Qu'est-ce qui relevait de l'insinuation? Qu'est-ce qui relevait de la rumeur? Et qu'est-ce qui, jusqu'à présent, est un fait? J'ai hâte de lire tous vos commentaires. On se retrouve demain.